Chaque Canadien connaît ce sentiment. Vous entrez dans votre épicerie, prenez du lait, du pain, des pommes, et le total à la caisse est un choc. Les prix grimpent chaque semaine, transformant le magasinage de routine en source d'anxiété. Ce n'est pas seulement l'épicerie, l'hydro, l'essence, le loyer, tout augmente. Les bases de la vie accaparent une part croissante de votre revenu chaque mois. Un logement d'une chambre engloutit la moitié de votre salaire. Les Canadiens se demandent jusqu'où leur dollar peut-il encore rapetisser. Les salaires ne suivent pas les coûts. Une augmentation de 2% est une coupure de salaire avec l'inflation. Vous travaillez tout aussi fort, mais votre argent achète moins. Le résultat, une main-d'œuvre qui prend du retard. La Banque du Canada augmente les taux d'intérêt. Les paiements hypothécaires ont doublé, drainant les budgets. Les Canadiens sont pris à la gorge, des coûts croissants et des salaires stagnants. Pour les familles, les choix sont impossibles. Des fruits frais pour les enfants ou assez pour le loyer. Les parents sautent des repas, coupent dans les petits luxes et ont toujours l'impression d'échouer avec leurs enfants. Les étudiants font face à des loyers et des coûts alimentaires exorbitants, jonglant avec plusieurs emplois juste pour survivre. Les étudiants étrangers et les nouveaux arrivants arrivent avec espoir, seulement pour voir leurs économies disparaître et leurs diplômes ignorés. Le rêve canadien, opportunité, stabilité, semble hors de portée. Même ceux qui ont un emploi peinent. L'utilisation des banques alimentaires atteint des records, y compris chez les personnes ayant un emploi à temps plein. Une nouvelle classe de travailleurs pauvres émerge, effilochant le tissu social. La crise nous force à demander: un emploi est-il encore suffisant pour une vie stable? De plus en plus, la réponse est non. L'écart entre ce que les gens gagnent et ce dont ils ont besoin s'accroît. La lutte n'est plus invisible, elle est partout. Cette crise est une tempête parfaite. Décisions politiques, forces du marché et événements mondiaux qui s'entrechoquent. Des années de faibles taux d'intérêt ont gonflé les prix des actifs, surtout le logement. Le marché immobilier est devenu un terrain de jeu pour les investisseurs, pas pour les familles. Une pénurie de logements abordables a fait grimper les prix. Les propriétaires corporatifs ont rendu l'accession à la propriété hors de portée. Le Canadien moyen est vulnérable, pris dans un réseau de force, échappant à son contrôle. Pour comprendre cette crise, écoutez ceux qui la vivent. Maria, une travailleuse de soutien, passe des heures à faire la navette parce qu'elle ne peut pas se permettre de vivre près de son travail, tandis que les chaînes d'épicerie affichent des profits records. Un jeune professionnel a un bon emploi mais ne peut pas épargner ni acheter une maison. Les objectifs n'ont pas juste bougé, ils sont disparus. Les experts confirment, l'inégalité augmente et la plupart de la croissance économique profite aux 1% le plus riche. L'inflation agit comme une taxe régressive, frappant le plus durement les ménages à faible et moyen revenus. Même la Banque du Canada admet que des taux plus élevés causent de réelles difficultés. Mais pour ceux dont les paiements hypothécaires ont doublé, c'est une maigre consolation. Le décalage entre la politique et la vie réelle est saisissant. Les outils censés combattre l'inflation causent de nouvelles douleurs. Le contrat social semble rompu pour toute une génération. Les Canadiens se demandent: pour qui l'économie travaille-t-elle vraiment? Il y a une contradiction frappante. Pendant que les familles se serrent la ceinture, les plus grandes banques et entreprises du Canada affichent des profits records. Les mêmes politiques destinées à lutter contre l'inflation, comme des taux d'intérêt plus élevés, ont gonflé les profits des banques, alors que les paiements hypothécaires montent en flèche. La douleur des Canadiens ordinaires
est maintenant une source de profit pour les géants financiers. Les chaînes d'épicerie, elles aussi, ont vu leurs profits grimper à mesure que les prix des aliments augmentaient, alimentant la colère publique et les accusations de profitflation. Les dirigeants défendent leurs prix, mais le scepticisme demeure. Le résultat, les familles ont du mal à se nourrir, tandis que les entreprises prospèrent. Cet écart n'est pas seulement économique, il est social et politique, érodant la confiance dans les institutions. L'idée que nous sommes tous dans le même bateau sonne creux. La crise a créé deux Canada, l'un qui peine, l'autre qui profite. Le sentiment d'injustice grandit et la demande de changement aussi. Malgré la morosité, il y a des solutions. Soutenir les agriculteurs et les entreprises locales maintient l'argent dans les communautés et renforce la résilience. La politique doit s'attaquer à la financiarisation du logement, des taxes sur les logements vacants, des limites à la propriété corporative et des investissements massifs dans le logement non marchand sont nécessaires. Construire des logements sociaux et coopératifs peut briser le cycle de la spéculation et de l'inabordabilité. Les salaires ne doivent pas seulement suivre l'inflation, mais regagner le terrain perdu. Le renforcement des syndicats, l'augmentation du salaire minimum et la protection des travailleurs à la tâche sont cruciaux. Les gouvernements devraient montrer l'exemple en payant des salaires décents dans tous les contrats publics. Les modèles communautaires, coopératives, fiducie foncière montrent que le contrôle collectif peut protéger les gens du chaos du marché. Ce ne sont pas des idées radicales, ce sont des solutions éprouvées qui n'attendent qu'à être amplifiées. Un véritable changement exigera une politique audacieuse et une action populaire. Le chemin vers l'abordabilité est possible, mais il demande courage et engagement. Des lueurs d'espoir existent si nous choisissons d'agir. Cette crise n'est pas une question de chiffres, c'est une question de personnes. C'est des parents qui perdent le sommeil à cause des factures, des jeunes qui abandonnent leurs rêves et des familles sous stress constant. Le tissu social s'effiloche, l'utilisation des banques alimentaires et des services de santé mentale monte en flèche. La pression financière oppose les locataires aux propriétaires, les travailleurs aux employeurs, érodant la solidarité. La crise nous force à demander que nous devons-nous les uns aux autres en tant que citoyens. Est-il juste qu'un emploi à temps plein ne garantisse plus une vie décente? Nous sommes à un carrefour moral. Nos choix actuels définiront l'avenir du Canada. L'économie devrait servir les gens et non l'inverse. Quand elle ne parvient pas à offrir sécurité et opportunité, elle échoue à sa mission. Nous devons voir les visages humains derrière la crise. Ce n'est qu'alors que nous pourrons bâtir une économie juste, compatissante et humaine. Cette crise doit être un appel à l'action, pas au désespoir. Les défis, logement, salaire, sont le résultat de choix et peuvent être modifiés par de nouveaux choix. Nous devons exiger davantage des dirigeants, des solutions structurelles audacieuses, pas une rhétorique vide. Partagez votre histoire. Transformez la lutte privée en action publique. Dans les histoires partagées, nous trouvons un terrain d'entente et bâtissons des mouvements pour le changement. Repensez votre rôle dans l'économie, où vous magasinez, faites vos opérations bancaires et investissez. Ça compte. Soutenez les entreprises locales et impliquez-vous dans votre communauté. Le changement vient d'en bas comme d'en haut. La voie à suivre est difficile, mais le coût de l'inaction est plus grand. Le rêve canadien est dans un état critique. Il est de notre responsabilité de le raviver. Imaginez et exigez une économie qui offre dignité et opportunité à tous. Le temps d'agir est maintenant. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.